Moi, j'aimerais ça être grand-mère un jour. Ça doit vraiment être une chance de vieillir assez pour rencontrer ses petits-enfants. Je le sais pas, je l'ai jamais vécu. Ben, je l'ai vécu, mais de l'autre côté, comme. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer mes grands-parents, puis j'en garde des souvenirs magiques. C'est littéralement deux mondes qui se rencontrent. Puis, quand on est enfant, on s'en rend pas vraiment compte. On le sait pas que plus on vieillit, plus la vivacité de nos grands-parents s'amenuise. On ne comprend pas qu'on doit en profiter tout de suite. Ben, on finit quand même par en profiter, d'une façon ou d'une autre, puis après ça, on chérit les petits morceaux de souvenirs qui nous restent. Ou les morceaux de vêtements qui nous restent. Comme ce chandail-là, que mon arrière-grand-mère a tricoté. Ah, je sais pas si les grands-parents des générations futures vont avoir ça dans leur maison, mais en tout cas, pour moi, ça, c'était une façon infaillible de savoir si je me trouvais chez un grand-parent. Y a-tu un bol de cristal rempli de paparman? Si oui, je suis bel et bien chez un grand-parent. C'est coloré, ça a l'air sucré, ça a l'air bon, puis on s'y méprend à chaque fois. On s'en prend une grosse poignée qu'on recrache aussitôt. Ça n'a rien pour satisfaire notre dent sucrée d'enfant de 5 ans. Mais comme c'est les seuls bonbons qu'il y a ici, on va sûrement récidiver d'ici 15 minutes. Aujourd'hui, ce ne sera pas nécessaire de manger des paparman pour éveiller des souvenirs de vos grands-parents. Je vous propose plutôt de venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Quand j'étais tout petite, là, j'avais hâte d'être grand-mère. J'ai toujours eu hâte d'être grand-mère. Peut-être parce que je n'ai jamais eu dans ma vie, fait que je savais pas qu'est-ce que ça faisait une grand-mère. Mais au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu hâte d'être une grand-mère. Moi, j'ai 2 filles et puis je me suis remariée avec mon conjoint, puis lui, il a 2 filles aussi, ça fait que ça nous fait 4 filles, puis ils ont toutes des enfants. Ça fait 9 petits-enfants. Le plus petit, le petit dernier, je pense que ça va être vraiment le petit dernier, il y a 1 an tout juste, Samuel. Et puis la plus grande, elle a 13 ans, puis elle s'appelle Lauralie. Ça fait que de 1 an à 13 ans, il y en a 9. Ici, on est dans le secteur Pointe-Paradis à Pointe-le-Bel, qui est en périphérie de Bécomo. C'est la grandeur, la nature, le calme. On a un grand terrain, on a une plage à nous, ça fait que ça s'appelle Pointe-Paradis, c'est un petit paradis. Mon nom est Francine Lauzé et je suis une mamie de 9 petits-enfants et très chanceuse d'avoir tous ces petits-enfants-là. Moi, je suis une grand-mère dynamique. J'ai une personnalité atypique, moi. Fait que je suis différente de tout le monde. Il n'y a pas grand monde qui est comme moi, en fait. J'ai tout le temps la tête pleine d'idées. J'organise tout le temps plein de choses. Pendant la COVID, je trouvais ça triste, là. Tu sais, les 2 petits ici, ben on pouvait pas aller les voir. On n'avait pas le droit de rentrer dans les maisons, pas le droit de... Ça fait que je me suis dit, je vais me déguiser en lapin ou en canard, peu importe, là, pour Pâques. Puis je vais amener des bonbons à la porte. J'ai parlé de ça à une amie qui a dit, ben moi, je pense que j'embarquerais aussi. Ça a été une belle activité. Il y a eu beaucoup de parents qui sortaient dehors avec leurs enfants. Il y en a qui étaient assis dans les boîtes de pick-up, il y en a qui étaient assis à la galerie. Puis cette activité-là, bien, ça a fait boule de linge parce qu'à l'Halloween, on s'est dit, on refait une parade? Puis là, on a eu beaucoup de monde. Là, on a eu, je me souviens pas, là, peut-être 75 participants qui sont venus avec nous. C'était le fun. Il y avait de la musique, on circulait dans les rues, le troc de pompiers, la municipalité avait embarqué. C'était vraiment plaisant. On a un 4 roues, ça fait que les enfants ils aiment beaucoup aller faire des tours de 4 roues avec papy. C'est papy, les 4 roues. Puis il y a une grande côte, donc c'est notre chemin pour aller glisser.
On remonte avec la motoneige, puis ils redescendent. Puis on les remonte, on peut faire ça 4-5 heures de temps. Ils s'amusent vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a 2 à Bécomo, et puis il y en a 7 à Québec. Quand ils viennent tout l'été, on se fait comme un Noël à la plage. Fait que je leur prépare des sacs cadeaux, puis là-dedans, ils ont leurs cadeaux de fête, ils ont des bonbons d'Halloween, il y a des chocolats de Pâques. Toutes les fêtes sont là, puis ils partent à la course, puis ils doivent choisir, c'est-tu mon sac? Fait que c'est comme la course aux cadeaux d'été. Je veux être une mamie marquante, là, qui se souvienne de ce que mamie a fait pour eux, puis qu'est-ce qu'elle fait encore. Je travaille en Maison Alpha aussi, puis c'est une école de francisation et d'alphabétisation. J'ai travaillé 38 ans à la Sûreté du Québec. J'étais l'adjointe administrative du grand boss, du commandant. Puis quand j'ai pris ma retraite, la directrice de la Maison Alpha, qui est une amie à moi, dans le fond, qui avait travaillé aussi à la Sûreté du Québec, elle est venue me demander si je voulais aller travailler avec eux. Fait que là, j'ai dit « Ah non ». Elle est revenue quelques mois après. Elle dit « Francine, j'aimerais ça que tu viennes voir mon école, j'aimerais ça que tu viennes voir la clientèle. » Fait que je suis allée, puis évidemment, j'ai tombé en amour avec la clientèle. C'est une clientèle particulière, c'est des gens avec des différences. Je fais autant avec eux que je vais faire avec mes petits, là. À l'Halloween, bien, j'amène des costumes parce que je sais qu'il y en a qui n'en ont pas, ça fait qu'ils s'en prennent, ils se déguisent pour la journée. C'est une belle aventure, la Maison Alpha. Ils nous ramènent tout le temps aux vraies valeurs de la vie. Tu sais, eux autres, là, la vie est tout le temps belle, puis nous, on a hâte de partir en vacances, mais pas eux, là. Non, eux autres, ils veulent pas avoir de vacances, ils veulent tout le temps venir à l'école. Puis, tu sais, il y en a un, et lui, là, il rentre, là, puis il te serre dans ses bras, là, puis « t'es belle », puis « je t'aime », puis « je suis content », puis ils sont toujours heureux. Ils nous donnent des belles leçons de vie. J'ai grandi sur une ferme et puis mon père devait conduire les moutons et puis je voulais aller avec lui. Mais à 2 ans et demi, mon père trouvait que j'étais trop petit, puis là, il m'a donné une chaudière, puis il dit « Va porter ça à ta mère ». Fait que moi, j'ai couru avec la chaudière, puis il paraît que je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis enfargé, en tout cas, puis j'ai tombé sur un morceau de bois, tout simplement, puis je me suis cassé la jambe. Bon, alors, c'était le drame de mon enfance. Ça a été tout un émoi dans la famille parce que j'ai passé 40 jours et 40 nuits à l'hôpital. La jambe en l'air, parce que c'était la cuisse qui était cassée, puis on devait m'étirer la jambe pour la fixer. Alors, à 2 ans et demi, j'ai passé 40 jours et 40 nuits à l'hôpital. Je m'appelle Bernard Belzile, je suis natif de Saint-Fabien. J'ai travaillé en agriculture comme agroéconomiste. Maintenant, je fais de l'ébénisterie. Et surtout, je suis grand-père de 4 merveilleux petits-enfants. Mais il y a une affaire que je comprends aussi. C'est tes lunettes, hein? Ça te nuit quand t'embrasses. Ben, je sais pas. J'ai les yeux fermés quand j'embrasse. Ben, justement, si t'as les yeux fermés, tu n'as pas besoin. Au cégep, j'aurais aimé ça faire du théâtre, mais j'étais en sciences pures et appliquées. C'était pas vraiment l'intérêt de ce groupe-là. En 1997, j'avais un ami, un collègue de travail, qui était membre du théâtre Saint-Bruno Players. Et puis, il m'a dit, ce soir, on fait les auditions pour la prochaine pièce. Si ça t'intéresse, tu peux venir. Alors, je suis allé, puis on m'a donné un rôle. Donc, j'ai joué beaucoup. La première pièce dans laquelle j'ai joué, c'est La cage aux folles. Puis en même temps, c'était une comédie musicale aussi, donc c'était une grosse pièce pour un débutant comme moi, là. Je chantais pas, je dansais, par exemple. Je dansais le Charleston. Le premier meuble que j'ai fait, c'était en 78. On voulait un meuble, on allait dans les magasins, puis on trouvait pas le meuble à bonne dimension. Alors, j'ai dit, je vais le fabriquer. Quand on est arrivé à Rimouski, j'ai appris qu'il existait une ébénisterie communautaire. Là, j'ai dit, c'est en plein ce qu'il me faut. Je suis tout de suite devenu membre et puis depuis ce temps-là, je fabrique des meubles, je fabrique des objets en bois. Puis je suis de plus en plus impliqué dans l'ébénisterie comme responsable d'atelier.
L'objectif, c'est justement de briser l'isolement. Le premier objectif, c'est d'amener les gens à socialiser tout en s'amusant à fabriquer des objets, des meubles, etc. Mais c'est de permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger. Puis la pause est obligatoire, donc on prend un café et là, on parle d'autre chose que d'ébénisterie. C'est très populaire, puis en plus, on fabrique aussi des objets pour les organismes communautaires de la région. On a fait un podium pour le club de natation. On a fait des marchepieds pour permettre aux gens à mobilité réduite de monter en autobus, des bancs coulissants de métiers à tisser. On a 4 petits-enfants de 17 à 6 ans. Camille, la plus grande, étudie présentement en cinéma. Et puis, bon, je me souviens que quand elle était plus jeune, on montait des scènes ensemble avec son frère Olivier. Ma conjointe et moi, on a participé au programme Lire et faire lire. L'école de notre petit-fils, ici à Saint-Narcisse, il avait besoin de bénévoles pour lire des histoires aux enfants. On a toujours aimé ça, puis ça les a initiés aussi à la lecture pour lire à leur tour, là, puis avoir le goût d'apprendre à lire aussi. Là. Quand j'étais tout petit, j'avais une petite chaise berçante qu'on appelait des petits chevaux, là, parce qu'il y avait comme 2 chevaux à chaque extrémité de la chaise. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, j'aimerais ça en construire un pour mes petits-enfants. Donc, je l'ai fait. Et puis, je suis très content. Je l'avais fait pour Camille et Olivier, les 2 plus vieux. Puis, eux, quand ils ont grandi et qu'ils ne l'utilisaient plus, bien là, ils ont remis la chaise à ma fille. Puis là, c'est les 2 plus jeunes qui s'en servent présentement. On peut donner beaucoup aux petits-enfants. On n'a pas de responsabilité quant à leur éducation, même si parfois on peut intervenir, là, mais on profite de leur présence. On leur fait profiter de notre présence aussi. Je ne sais pas si c'est les cheveux blancs ou si c'est les rides ou quoi que ce soit, mais parler à ses grands-parents, jouer avec ses grands-parents, c'est particulier. C'est pas comme leurs parents. On sent chez eux un attachement, un amour inconditionnel là, qui est beau à voir. On les aime beaucoup, puis je pense qu'ils nous aiment beaucoup aussi. J'ai grandi avec la sœur de ma mère, qui était née en 1906. Ma tante Laura, elle me parlait beaucoup de son époque. Moi, je lui disais, mais parle-moi de l'ancien temps. Mais elle n'était pas vieille là, à ce moment-là. Et ça me fascinait quand elle me racontait la journée où il y a eu l'électrification de leur maison. Puis elle disait, papa nous avait dit, ben, allez vous promener, puis quand vous allez revenir, vous allez avoir une surprise. Plein de petits événements comme ça. La première automobile qu'ils ont eue, qui était une Ford 29. Avec ma tante, j'ai appris beaucoup de choses, de techniques anciennes, que ce soit des petits trucs de cuisine à aller jusqu'à comment peinturer. Et je me suis rendu compte à un moment donné qu'il n'y avait personne autour de moi qui connaissait ce que j'avais appris à faire. Puis ça m'a fait prendre conscience de l'importance de ces savoirs-là, puis qu'il fallait les transmettre. C'est comme ça que le musée est né. On disait aux gens, ben, ça va être un musée voué au patrimoine immatériel. Puis là, les gens nous disaient, ah, rien à voir dans ça, c'est immatériel. Mais c'était de leur expliquer que c'est ce qui a été transmis de génération en génération et qui ne s'enseigne pas nécessairement à l'école. Je pense entre autres à la fabrication du savon, les tapis lacés, la couture tout simplement. C'est en train de se perdre. Je m'appelle Judith Douville, je suis chargée de projet bénévole au Musée de la mémoire vivante et je suis présidente du conseil d'administration. Au musée, on aime ça faire des rencontres intergénérationnelles. Alors, on avait jumelé le centre de jour de Saint-Jean-Port-Joli avec la Maison des jeunes. À la fin de cette rencontre-là, moi je dis que c'est toujours mon salaire, les 2 groupes étaient tellement heureux de s'être rencontrés et d'avoir transgressé les préjugés. Les aînés ont dit « Oh, les jeunes, ça ne les intéresse pas, ces vieilles histoires-là. » Et les jeunes se disaient « Ben, les aînés, ils vont nous disputer parce qu'on est toujours sur nos téléphones. »
Moi, je suis grand-mère. Je suis grand-mère par adoption des petits-enfants de mon mari. Et mon fils a une petite fille qui a 2 ans. J'ai de mes propres jouets, j'ai des jouets de son père, de mon fils, et c'est avec ça qu'elle s'amuse. Donc, on a fait une exposition sur les jouets ici, puis j'avais mis les 3 générations, le téléphone à cornet, le téléphone à cadran Fisher-Price et le flip-flop. Le musée de la mémoire vivante, en fait, il est reconstruit sur le site où était le manoir de Philippe Aubert de Gaspé. Philippe Aubert de Gaspé, c'est un personnage qui a été important, pas juste pour Saint-Jean-Port-Joli, mais à l'échelle du Québec. Il y avait ses petits défauts, il a fait un peu de prison, il était shérif de la ville de Québec, et puis c'est assez paradoxal, c'est là qu'il a été emprisonné. À un moment donné, je réponds au téléphone et c'était un fournisseur quelconque qui voulait vendre du papier ou autre matériel de bureau. Et il me demande pour parler à Philippe Aubert de Gaspé. Alors, je l'ai informé que le musée était situé dans son manoir, mais que malheureusement, M. Aubert de Gaspé était décédé en 1871. Alors lui, spontanément, il me dit mes sympathies, puis il a raccroché. Le personnage a vraiment marqué beaucoup l'imaginaire. Et son manoir, il a brûlé en 1909. Le musée est reconstruit à l'identique. Il y a quelqu'un qui nous a apporté une cassette. C'était sa grand-mère qui témoignait. Elle avait souvenir du feu du manoir de Philippe Aubert de Gaspé. Le manoir est brûlé en 1909. Moi, j'avais 5 ans. Il faisait beau, puis il faisait froid assez. Dans le village, là, les gens sont tous ramassés. Ma mère nous a monté au grenier, il y avait mon frère. Puis on regardait ça, ça a fait beaucoup de fumée. Hein? C'était tout construit en bois, ça. Ce qui est difficile, c'est de faire réaliser aux gens qu'ils possèdent des savoirs qui sont exceptionnels, qui aujourd'hui peuvent paraître très banals, mais dans 25 ans, ça va être quelque chose d'exceptionnel. J'étais dans un centre d'accueil, un CHSLD, et puis on m'avait dit, mais telle dame, elle a eu, il me semble que c'était autour de 14 ou 16 enfants, et tout était fait à la maison, c'est incroyable. Je vais la rencontrer, puis elle me dit, ben, j'ai rien fait de très particulier, c'était... Bon, j'étais une femme d'habitant, c'est ordinaire. Puis j'ai eu mes enfants, mais je les ai élevés comme tout le monde. Alors, je vois qu'il y avait un petit micro-ondes sur un mini-meuble dans sa chambre. Et je lui ai dit, mais vos enfants, le biberon, il ne devait pas passer au micro-ondes. Hein? Là, elle rit, puis elle dit, « Oh, ma petite fille! » Et là, elle s'est ouverte comme un livre en disant, « Ben non, c'était le poêle à bois. » Puis, à la fin, elle disait, « Je pensais pas que je pouvais être intéressante. » C'était un puits de savoir incroyable. La difficulté principale, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils connaissent des choses qui risquent de disparaître avec eux. Être grand-parent, c'est la récompense d'avoir été parent, entre autres. Il y a quelqu'un qui me posait la question, « Ça t'inquiète pas que ta belle-fille soit enceinte? Imagine, dans 75 ans, ta maison sera même plus là, au bord du fleuve, puis ça va être sous l'eau. » Puis je me suis dit, il ne faut pas arrêter de faire des enfants pour ça, parce que c'est peut-être eux qui trouveront la solution. Il faut leur donner peut-être l'espoir. Pour moi, la vie éternelle, c'est cette vie-là qui repousse de la nôtre, d'une génération à l'autre. C'est ça, mon éternité.